La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a l'argent qu'on paye maintenant et puis il y a celui qu'on ne recevra pas plus tard. Libération impôt, ce que Hollande doit déclarer. Le Figaro, retraite, ce rapport qui ravive les inquiétudes. Puis il y a ceux qui de toute façon trouvent qu'ils payent toujours trop. Les Échos, emploi, baisse de charges, l'avertissement du MEDEF. Enfin, il y a ceux qui se sucrent, l'humanité, les pratiques honteuses du géant du transport des handicapés. On commence avec voire les périples du gouvernement. Ben oui, les éditorialistes reviennent évidemment ce matin sur la promenade de Manuel Valls à Berlin, avec un goût prononcé pour la métaphore. On n'échappe pas à l'inévitable, carton jaune, etc. Mais en fait, Manuel Valls, ce n'est pas le seul à aligner les kilomètres. Le Parisien s'amuse de la folle tournée de François Hollande et de cet objectif louable, labourer la France. Difficile pourtant de trouver un fil conducteur à ces déplacements tous azimuts, observait Éric Acquement. Entre Vinexpo, le salon de l'aéronautique, entre l'exposition sur le Grand Paris Express et les 24 heures du Mans, en fait, la seule principale préoccupation de François Hollande ces derniers jours aurait été de savoir s'il devait porter le casque aux 24 heures du Mans, au risque de rappeler une célèbre photo en une de Closer. Bon, pendant ce temps, pourtant, il se passe des choses à gauche. Libération s'est lancée dans une série en forme de questions. C'est quoi une économie de gauche? Alors aujourd'hui, c'est Jean Tirole qui s'y colle, prix Nobel d'économie. On perçoit bien l'économie, la gauche, c'est moins sûr. L'ode à la concurrence habillée en progressisme, ça ferait comme un écho à l'interview de Pierre Gattaz dans Les Échos, justement. Mais la gauche se cache aussi dans les endroits les plus improbables. Les banques d'affaires, par exemple. L'Opinion en fait sa une. Mathieu Pigasse, son ennemi, c'est la finance. On percevra la subtile touche d'ironie dans la façon dont le journal présente le patron de Lazare, qui serait surtout furieux d'avoir son concurrent de la banque Rothschild, Emmanuel Macron, qui lui vole la vedette. D'où la petite grenade lancée dimanche avec Arnaud Montebourg. Bref, pour le débat de fond sur une autre politique économique, on attendra un peu. Il s'est passé 2 ou 3 petites choses au G7 et ça n'a pas échappé à vos journaux. Oui, très loin du congrès du PS et de ses remous, la presse se félicite d'une réunion au moins où il se passe quelque chose, enfin moins inutile que d'habitude. C'est assez rare pour ne pas être pointé, constate Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées. Greenpeace s'est félicité qu'une réunion du G7 tienne ses promesses dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Il relativise rapidement quand même. D'ailleurs, Stéphane Foucard, le chroniqueur écologique du Monde, tempère les ardeurs et parle d'un schisme de réalité, cette forme de schizophrénie qui conduit les responsables politiques à rivaliser de déclarations alarmantes sur le climat, tout en continuant à subventionner massivement les énergies fossiles. Alors on lira avec intérêt un étrange article dans Les Échos, intitulé « Pour en sortir, il nous faudrait une bonne guerre ». Derrière la provocation, en fait, Jean-Marc Vittori se demande qui va payer pour les excès de dette, le vieillissement de la population. Il explique comment les guerres permettaient autrefois de sortir de la dépression économique. Pourquoi ? Eh bien parce que pour financer un conflit, il faut toujours, dit-il, s'évader des règles ordinaires, faire des choix difficiles, transcender les oppositions. Le chroniqueur des Échos ne propose pas bien sûr de revenir aux atroces boucheries du XXe siècle, il suggère seulement que l'humanité se trouve une autre forme de combat. Alors, pas celui contre le terrorisme, dit-il, nécessaire mais limité. La croisade contre la pauvreté, elle, ne mobilise pas assez les riches. Alors, dit-il, ce combat qui nous obligera au pied du mur à opérer les choix nécessaires, eh bien, c'est celui de l'humanité pour sa propre survie. À force de G7 inutile, ça pourrait s'imposer assez vite comme combat. À table, Natacha, on passe à table. Ah oui, la première étape de la survie humaine, ça se passe à table, justement. Et le Parisien nous offre un petit aperçu de ce qui sera bientôt dans nos assiettes. L'inventaire n'ouvre pas vraiment l'appétit, je vous préviens. Alors en star, il y a le steak sans viande, largement devant les insectes. Et puis il y a cette boisson verdâtre, un peu épaisse, censée couvrir nos besoins alimentaires pour la journée. J'ai voulu libérer les gens de l'obligation de manger, explique le génial inventeur de cette boisson. C'est un informaticien, parce que lui, il trouve que évidemment, on perd son temps à manger, il faut vite retourner devant l'ordinateur. Mais le chef Pierre Gagnère donne en fait la clé de cette tendance à la cuisine futuriste. Nous serons bien obligés de nourrir les gens différemment, dit-il. La recherche fondamentale d'Hervé Thies, vous savez, le pape de la cuisine moléculaire en France, propose des solutions. Alors, traduction, quand le monde n'aura plus de produits agricoles parce qu'on aura tout détruit, pollué, il faudra bien nourrir l'humanité grâce à la chimie et se faire croire que c'est bon. Alors la boisson verdâtre d'ailleurs s'appelle le Soylent, allusion au film Soylent Green, Soleil vert. Vous savez, ce film futuriste qui se passe en 2022 où des êtres humains affamés se nourrissent de produits de synthèse. Ça fait envie.
Bon, puisqu'on ne peut pas manger, on va faire autre chose. Oui, à défaut des plaisirs de la table, il nous reste quand même la libido. Alors, la revue Chic Fille, je vous la conseille, elle est assez amusante. Certes, elle consacre un article aux différentes horreurs qu'on peut trouver au rayon nouveautés des supérettes, les chips saveur tartiflette, le beurre aux pépites de chocolat, mais on trouve aussi dans le journal l'évocation de ce magazine fondé en 1993 et vite disparu, Bagatelle, un porno pour les femmes. Oui, ça a existé, on l'a tous oublié. Bon, ça a fait un flop. Alors, un peu plus loin, il y a un autre article qui nous raconte, au contraire, cette histoire d'une réussite extraordinaire, une formule magique inventée par un Normalien devenu millionnaire, 3615 ULA. Vous vous souvenez ? À elles seules, les reproductions d'affiches nous replongent dans une époque où on pouvait étaler sur les murs des femmes nues à quatre pattes, d'un raffinement tout relatif quand même. Et puis, il y a surtout l'histoire que raconte le fondateur Louis Roncin, celle de Xavier Niel, par exemple, condamné parce qu'il venait sur les sites avec des pseudonymes féminins pour attirer les hommes vers ses propres plateformes, pour piquer les clients, quoi. Puis celle du rachat des marques phares par des repreneurs qui ont aussitôt licencié les gros salaires, cessé d'investir et détruit la boîte. Derrière la libération sexuelle, donc, il y a surtout la libéralisation financière. La gauche était au pouvoir à l'époque, comme quoi la question de savoir ce qu'est une économie de gauche, elle n'a pas attendu Manuel Valls et Emmanuel Macron. Natacha Polony qui reste avec nous ce matin, car à partir de 9h, vous pouvez lui poser toutes vos questions sur Twitter avec le hashtag #UAMatin.